extrêmement intéressant. Le symposium s'appelle Monde contemporain dans les communautés autochtones, développer des solidarités en santé. Évidemment, je vais compléter par les services sociaux. Donc, de quelle façon le monde autochtone construit sa modernité? On a des panélistes, des invités extrêmement intéressants. On a fait une petite rencontre de travail, puis je pense qu'on aurait pu poursuivre des heures. Alors, vous êtes ici, vous allez faire des jaloux pour tous ceux qui n'ont pas assisté à ce séminaire. On a un mélange extrêmement intéressant de chercheurs et de gens qui travaillent sur le terrain. On a un mélange aussi de femmes autochtones et de non-autochtones autour de la table. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Je suis Louise Rondeau, je suis directrice des affaires autochtones au ministère de la Santé et des Services sociaux. Lorsque je suis arrivée en poste il y a 3 ans et demi, je ne connaissais strictement rien aux communautés autochtones et j'ai été frappée à quel point on ne les voit pas, même s'ils sont à côté de nous, à quel point on ne les connaît pas, à quel point on s'ignore. Et le travail que je fais, c'est est-ce qu'on peut faire en sorte que dans le réseau de la santé, parce que, et des services sociaux, parce que c'est là où je suis, on puisse les voir, on puisse travailler ensemble, on puisse développer des collaborations qui permettent une meilleure continuité au niveau de la clientèle. Je vous disais, la modernité, je vous conte une petite anecdote. Il y a peut-être 1 an et demi, je suis en rencontre de travail à Montréal avec la directrice générale du Conseil CRI de la santé et des services sociaux et certains de ses directeurs. Et la veille, on est à Montréal, la veille, sa bru a accouché à Val-d'Or. Et il est 9 h le matin, avant qu'on commence la réunion, Mabel, elle me montre un film de sa petite fille ou son petit-fils qui est né la veille. Je pense que pour moi, je ne sais pas quand je vais être grand-mère, je vais avoir le film du bébé, je ne suis vraiment pas sûre. Mais je pense que ça illustre effectivement qu'on est déjà un pied dans la modernité, puis un pied dans la culture autochtone. Je vous disais, les gens qui sont avec nous sont extrêmement intéressants. Je fais une petite vue d'ensemble du déroulement. D'abord, Mme Carole Lévesque, qui est, puis là, vous allez m'excuser, il faut que je retourne au titre, ce qui est difficile pour moi un petit peu, qui est professeur et chercheur au Centre d'urbanisation, culture et société de l'Institut national de recherche scientifique, va nous parler du concept de sécurisation culturelle. Madame Lévesque, je l'ai entendue à quelques reprises, je pourrais passer des journées à l'écouter tellement sa connaissance des communautés est intéressante. Et elle va nous parler d'un concept qui... Je suis une ancienne organisatrice communautaire, donc on a carburé beaucoup à l'empowerment, mais je pense que le concept de sécurisation culturelle permet de faire vraiment un pas en avant au regard de l'empowerment au niveau des communautés autochtones. Par la suite, on a des présentations de projets novateurs. Donc, d'abord, Mme Médith Cloutier, qui est la directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et présidente du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, va nous parler d'un projet en milieu urbain, la clinique Inouï à Val-d'Or, donc pratico-pratique, un projet en milieu urbain. 2 partenaires, Marie-Ève Volant et Dale Walker, qui, Marie-Ève travaille en communauté, Dale travaille au C3S, qui vont nous parler d'un projet pilote de collaboration entre l'agence et la Côte-Nord. Ceux qui ont assisté à l'autre atelier vont peut-être réentendre certains volets. Et Johan Girard, le directeur de la planification de programmation à la régie régionale du Nunavik, va nous parler de projets qui ont été mis en place au Nunavik. Donc, un premier acte de projet. Après, on reprend avec Mme Arlène Laliberté, qui est une jeune chercheure, professeure autochtone, qui va nous parler de projets des jeunes et allier recherche et projets sur le terrain. Et on va compléter le tout par la suite.
Voilà. Je vous disais, Madame, je vais me chercher un petit peu. Madame Lévesque, qui va commencer la présentation. Madame Lévesque est professeure titulaire à l'Institut national de recherche scientifique. Elle détient un doctorat en anthropologie sociale et culturelle et une formation postdoctorale en psychologie sociale. Et ça fait plus de 40 ans qu'elle travaille auprès des communautés autochtones du Québec et d'ailleurs. Et puis, elle a expérimenté plusieurs formules de recherche participative et a collaboré. Elle a séjourné dans la majorité des communautés au Québec. Alors, Madame Lévesque, je vous laisse la parole pour un 10 minutes. Merci beaucoup. 10 minutes, c'est un réel défi. Et comme nous sommes très nombreux en avant, j'ai pensé simplement vous présenter quelques diapos. On parle, dans le contexte de ce colloque depuis hier, d'après ce que j'ai compris, des mondes contemporains. Et on oublie que les Autochtones, même lorsqu'ils réactivent ou font valoir des valeurs qu'ils appellent traditionnelles, sont en plein dans la modernité. Et il existe une nouvelle configuration géopolitique autochtone au Québec, qui est une invitation à changer nos façons de faire. On constate, cette nouvelle configuration géopolitique, qu'on est sorti de cet univers où il y a des réserves et des gens à l'extérieur des réserves. On est sorti de l'idée que les communautés autochtones sont isolées et n'ont pas de pied dans la modernité ou dans le monde contemporain. Un exemple, il existe au Québec, d'après nos estimations, dans le monde autochtone évidemment, environ 2000 projets, activités, comités, associations de tout genre dans les 54 communautés autochtones qui existent au Québec. 2000 projets, du plus petit au plus grand, qui réunissent des femmes, des aînés, des jeunes, des groupes de chasseurs, des jeunes sur Internet, peu importe. 2000, Mme Rondeau le disait tout à l'heure, non seulement on ne connaît pas le monde autochtone, mais ce qu'on connaît sur le monde autochtone est désuet, la majeure partie du temps. Il y a de nouvelles modalités de circulation et de mobilité entre les communautés et les villes, dont il faut prendre acte. Et non pas par hasard ou, une fois à l'occasion, régulièrement, entre le nord et le sud, l'est et l'ouest. Il y a plus de 80 000 personnes autochtones qui vivent dans les villes au Québec, ce qui fait que la population autochtone des villes actuellement est plus nombreuse que la population autochtone dans les communautés qu'on appelle réserves parfois. Et tout ce qui se passe en milieu autochtone, toutes ces initiatives qui émanent du milieu, des communautés, des regroupements, des associations, sont pour la plupart une invitation à recomposer ce vivre ensemble que l'on souhaite voir s'épanouir, mais face auquel on a encore beaucoup de méconnaissance et aussi de résistance. Sur le plan des politiques, des programmes, on a donc des défis, on a des enjeux qui se posent à nous. On a la nécessité, notamment, de créer, de maintenir des partenariats avec les acteurs du réseau québécois en santé et services sociaux, mais je dirais que c'est la même chose en éducation, en environnement et dans d'autres domaines. On a le besoin, on est face au besoin de redéfinir les paramètres qui sous-tendent l'offre de services destinée à la population autochtone dans les villes et dans les communautés. Et on est face à l'importance de revoir les modes d'interaction entre les instances gouvernementales et les instances autochtones. Des pistes en matière d'action, le défi des acteurs en présence. Et là, on parle des acteurs autochtones et non autochtones. C'est bien d'accueillir, de comprendre et de construire cette modernité. C'est aussi de revoir les catégories, les indicateurs en vertu desquels sont appréhendées les réalités autochtones. Il faut casser les moules habituels où les Autochtones dans les villes seraient
par un hasard mystérieux, moins autochtones que ceux des communautés. Il faut casser l'idée qu'être en ville, ça veut dire qu'on n'a plus d'identité autochtone. Au contraire, moi je crois maintenant, Mme Rondeau l'a dit, ça fait très longtemps que je travaille avec les populations autochtones. Je crois maintenant que l'avenir des communautés passe par un repositionnement du rapport à la ville, pour un retour sur place. On est plus dans une circularité que dans une opposition, comme on voyait par le passé. Il faut développer de nouveaux corpus de connaissances, des savoirs scientifiques sans aucun doute, des savoirs autochtones sans aucun doute incontournables. Il faut que ce vivre ensemble se traduise aussi, et ces partenariats dont on parle, se traduisent aussi par une connexion de savoirs différents. Il faut aussi associer action, intervention et apprentissage. Apprentissage dans le sens, on parlait tout à l'heure d'empowerment. On a toujours l'idée que ce sont les gens dans les communautés ou dans les associations ou dans les organisations qui doivent apprendre des choses. Mais tout le monde doit apprendre des choses, et non pas seulement eux. Si on inscrit nos activités, nos actions dans des partenariats, dans une vision un peu renouvelée des réalités autochtones, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais il faut tous s'inscrire dans un mode d'apprentissage. Et finalement, cette notion, ce concept, qui commence à prendre un peu plus de place ici au Québec depuis 2-3 ans à peine, mais il est très bien connu au Canada anglais et encore depuis presque 2 décennies en Australie et en Nouvelle-Zélande, la sécurisation culturelle, qui est définie beaucoup par rapport au monde de la santé, mais nous sommes après le problématiser, ce concept-là, dans plein d'autres domaines. Il a une histoire, en fait, que je ne vous raconterai pas aujourd'hui, puisque j'ai quand même une formation de 7 heures de prep là-dessus, donc ça serait un peu trop long. Mais la sécurisation culturelle, selon le Conseil canadien de la santé, vise à bâtir la confiance avec les patients autochtones en reconnaissant le rôle des conditions socio-économiques, de l'histoire et de la politique en matière de santé. C'est-à-dire les écarts de santé qui existent et auxquels sans doute les collègues vont faire allusion tout à l'heure. Ces écarts de santé, ce n'est pas juste une question d'accès aux services, accès qui n'est pas souvent là. Ce n'est pas juste une question de problèmes de santé, c'est aussi une question de politique qui ne rencontre pas les réels objectifs. En Australie, il y a 3 ans, il y a eu une étude sur la santé des Autochtones et le gouvernement australien a reconnu qu'un des principaux obstacles à la bonne santé, à la qualité de vie des Autochtones, étaient les politiques qui avaient été développées pendant les générations précédentes. Donc, on n'est pas tout à fait là au Québec encore, mais j'ai espoir, avant de prendre ma retraite, qu'il se passe quelque chose dans ce sens-là. La démarche de sécurisation culturelle vise une réelle transformation sociale en proposant de revoir les politiques publiques destinées aux populations autochtones et de renouveler les pratiques dans une optique de décolonisation et d'autodétermination. La sécurisation culturelle ne vise pas simplement ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire on va se développer personnellement des capacités nouvelles pour faire face aux enjeux, à la réalité qui se transforme de jour en jour. On va aussi collectivement se donner ce qu'on appelle aujourd'hui, dans le jargon universitaire, des capacités. Non pas seulement des capacités, mais des capacités. Et les capacités, c'est une composante de la sécurisation culturelle qui amène une prise de conscience et une prise en compte collective des besoins que nous avons, et non pas simplement faire reposer sur les acteurs avec, comme on dit toujours, leur besoin de développer de nouvelles compétences. Les compétences ne peuvent pas être efficaces, ne peuvent pas s'incarner dans la réalité si elles ne sont pas inscrites dans des questionnements collectifs. Donc, on n'est plus, avec la sécurisation culturelle, à l'étape où on va simplement permettre aux gens d'acquérir de nouvelles compétences pour faire face à ce qui se passe dans les communautés ou dans les villes avec les communautés autochtones urbaines. On est face au besoin de se doter d'outils, de démarches
collective également. S'il n'y a pas d'efforts qui sont faits au niveau des collectivités, il n'y a pas de chance que les compétences que l'on acquiert individuellement puissent trouver un terrain fertile pour se développer. Merci beaucoup. Et des heures. Malheureusement, on a plusieurs personnes très intéressantes. La deuxième personne qui va nous parler de son projet en milieu urbain, c'est Mme Edith Cloutier. Mme Cloutier est membre de la Première Nation Anishinaabe, je dis comme il faut, genre, je suis un peu bizarre avec mes accents. Elle est directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or depuis 1989. Elle est également présidente du conseil d'administration du regroupement des centres d'amitié autochtones et elle est co-directrice de l'Alliance de recherche ODENA, les Autochtones en ville. Je pense qu'on reconnaît effectivement le leadership, l'engagement de Mme Cloutier au niveau du mieux-être des Autochtones en milieu urbain. Je pense que c'est un modèle aussi pour bien des femmes autochtones. Alors, je vous laisse la parole. Là, j'aurais pu vous dire tout le monde, il y a des prix de tout le monde, mais je pense que j'aime mieux les écouter. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et cette opportunité de partager une expérience, partager avec vous aussi une initiative qui s'inscrit dans un processus d'innovation sociale porté par les Autochtones eux-mêmes. Louise le mentionnait, je vais vous parler d'une de nos récentes initiatives qui est la clinique Minoé. Mais auparavant, peut-être vous dire rapidement les centres d'amitié autochtones. Je dirige le centre d'amitié autochtone, c'est ma 25e année cette année, mais le centre existe maintenant depuis 40 ans. On souligne les 40e anniversaire du centre cette année. Et le Centre d'amitié de Val-d'Or s'inscrit dans un mouvement canadien. Donc, il y a des centres d'amitié dans les villes. Nous sommes des carrefours de services qui se retrouvent dans les villes au Canada et au Québec. Il y a 120 centres d'amitié au Canada. Évidemment, dans les grandes métropoles, les grandes capitales, mais aussi dans des villes de région où convergent les Autochtones et où sont situés des territoires traditionnels. Et au Québec, bien, il y a 10 centres d'amitié autochtones donc répartis. Il y en a un à Sept-Îles, d'ailleurs, qu'on travaille à appuyer puis à soutenir dans son démarrage. Alors, les centres d'amitié, nous partageons tous la même mission qui est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones dans les villes. Et pour ce faire, nous avons une gamme de services qui rejoignent les besoins de notre communauté, que ce soit les gens qui vivent en ville ou qui transitent dans les centres urbains, qui passent de la périnatalité à la petite enfance, à la famille, aux aînés. Donc, c'est vraiment un lieu d'expression d'une communauté urbaine qui se manifeste à travers l'action collective des centres d'amitié autochtones. Notre action collective, en fait, à Val-d'Or, je vais revenir sur l'angle de Val-d'Or, nous portons plusieurs initiatives depuis 40 ans, notamment en habitation, avec un programme. En fait, on va construire 24 unités de logements sociaux pour familles autochtones. Nous avons œuvré à mettre en place un centre de la petite enfance autochtone dont les portes sont ouvertes aux enfants non autochtones qui vivent une immersion culturelle en milieu autochtone. Nous avons des initiatives de développement des compétences, d'employabilité. Nous planchons sur un projet de tourisme culturel et éducatif autochtone à Val-d'Or. Donc, vraiment, en réponse à ce qui se manifeste par les membres de la communauté autochtone à Val-d'Or et des communautés elles-mêmes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la clinique Minoé, qui, en fait, veut une réponse à une réalité. Je ne m'étendrai pas sur les statistiques, mais vous êtes sans savoir qu'il y a des écarts persistants en matière de santé entre la population autochtone du Québec, je pourrais parler du Canada, et des Autochtones, notamment en matière de maladies chroniques, le diabète, le suicide, la pauvreté. Il y a des données qui démontrent qu'on est maintenu dans des écarts importants. Il y a plusieurs
entre autres les faits saillants qu'on retrouve, si vous voulez aller voir ça, c'est dans l'enquête sur la santé des Premières Nations du Québec, qui est en ligne par la Commission de santé et services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. On constate aussi une donnée plutôt préoccupante, le taux de placement en famille d'accueil chez les enfants autochtones vivant en communauté ou hors communauté est très élevé. Pour vous donner une indication, lorsque nous sommes intervenus dans l'initiative que je vais vous parler, on a relevé des données statistiques du nombre de signalements à la DPJ liés à un enfant autochtone qu'ils vivent sur ou en réserve, mais dans le territoire de la MRC Vallée-de-l'Or. MRC Vallée-de-l'Or englobe Val-d'Or et 2 autres localités, mais aussi 2 communautés autochtones, dont le Lac-Simon et Kitsagik. Et nous représentons 6,5 % de la population de la MRC, les membres des Premières Nations. Et le taux de signalement relié à un enfant pour la MRC, à ce moment-là, se situait à 60 % des signalements étaient rattachés à un enfant autochtone, ce qui était extrêmement préoccupant pour plein de raisons. Donc, ce qu'on constatait, notamment sur la question des écarts en matière de santé physique et santé mentale et les problématiques rattachées à toute la question des placements et des signalements d'enfants, on réalisait que malgré tout ça, l'accessibilité, malgré l'accessibilité, les Autochtones étaient justement absents du réseau de la santé. On les retrouvait surtout à l'urgence, lorsque la santé était détériorée et donc très précaire. Il y a aussi le fait qu'on est face à une réalité démographique. Vous le savez, les Autochtones ont un taux de une démographie qui est importante, qui fait qu'on vit à l'étroit dans les communautés. L'accès à différentes opportunités, que ce soit en emploi, en formation, en éducation, on doit sortir de la communauté pour être capable d'aller vers saisir ces opportunités-là. Et donc, plusieurs éléments et notre propre histoire, notre propre lien avec les communautés nous ont amenés à identifier, entre autres choses, la nécessité de peut-être se doter d'une clinique à l'intérieur des murs du Centre d'amitié autochtone. Donc, on a monté un projet pilote. On peut aller à l'autre. Un projet pilote, en fait, qui s'est traduit par l'ouverture d'une clinique en 2011. Toutefois, cette démarche-là a été initiée en 2006 dans le cadre du Forum socio-économique des Premières Nations du Québec. Donc, ça s'est d'abord inscrit dans un engagement politique par le ministre de l'époque de la Santé et des Services sociaux, qui s'appelle toujours Philippe Couillard. Donc, comme ministre, il s'était engagé à ce qu'on crée des zones de complémentarité entre les C3S et les centres d'amitié de leur territoire dans le but d'accroître l'accessibilité et de favoriser le transfert d'expertise. Et ça, toujours en trame de fond, en lien avec la question de la responsabilité, de l'obligation populationnelle des C3S, que vous êtes certainement très familier avec. Donc, ça nous a amené, à travers cet engagement politique, de pouvoir porter une initiative et de dire on va construire un modèle de santé et de services sociaux. Val-d'Or sera le laboratoire. Et évidemment, pour aller de l'avant, on devait obtenir l'adhésion à ce projet-là. L'adhésion s'est fait et ça a reposé vraiment sur le leadership des directeurs et du C3S et du Centre jeunesse pour donner cet envoi et cette volonté à mettre à la disposition d'un projet pilote de clinique des ressources humaines, mais aussi de s'assurer qu'on arrime l'action de ces institutions-là en lien avec une démarche qui favorise justement comme objectif l'amélioration des conditions de santé. Je vais aller rapidement, il doit me rester à peu près 7 minutes. 5 minutes. Donc, je mentionnais donc que l'objectif, c'était d'obtenir l'adhésion. Un coup qu'on a cette adhésion-là, il fallait démystifier le rôle fiduciaire du gouvernement fédéral. Vous savez, on dit souvent, bon, bien, les Autochtones, c'est l'affaire du gouvernement du Canada, les réserves, le Québec, on s'occupe du monde au Québec. Mais il a fallu faire un travail pour démystifier ce rôle-là en ce qui concerne les Autochtones en milieu urbain.
Et évidemment, maintenant, la clinique a ouvert ses portes en 2011. On a renouvelé le partenariat le mois dernier pour poursuivre dans cette démarche. Le C3S fait un prêt de service d'une infirmière dédiée au projet de la clinique. Et à travers le Centre jeunesse, nous avons un intervenant social, mais qui permet aussi de mettre à contribution les intervenants du Centre d'amitié autochtone. Aussi, très intéressant, on a un médecin qui est associé et de plus en plus maintenant, les médecins en formation viennent faire des stages dans cette clinique-là. L'unité de médecine familiale, on vient de signer un protocole d'entente pour justement favoriser la formation des futurs médecins. Et tout ça dans une trame de fond aussi qui est un constat, c'est qu'à travers cet exercice-là, certes, c'est d'améliorer l'accessibilité aux services de santé, d'améliorer la condition de vie des Autochtones, mais aussi de lutter contre les préjugés, le racisme dans les réseaux, le réseau de la santé et services sociaux, pour être en plein cœur d'une démarche, d'un projet pilote. Je siège aussi sur le conseil d'administration du C3S de notre territoire. Et on a un travail énorme à faire dans les C3S, dans les centres hospitaliers, pour justement casser ces préjugés, ce racisme-là. Et je crois qu'à travers des initiatives portées par les Autochtones, où s'inscrit le réseau comme partenaire, c'est une des façons de le faire. Maintenant, pour répondre aux défis, il faut absolument, dans une démarche comme celle-là, que les Autochtones soient placés au cœur des décisions, au cœur des orientations et qu'on assume le leadership en lien avec tous les aspects rattachés à l'implantation, évidemment en établissant une relation de confiance et de complémentarité avec les gens du réseau. Mais encore faut-il, ça part du principe qu'on souhaite entrer dans un partenariat et s'investir à l'intérieur de ça. Un mot sur la contribution de la recherche. Carole Lévesque est aussi, à travers le réseau Dialogue, on a développé une alliance de recherche qui se penche uniquement sur les réalités des Autochtones et la ville. Et ce qui est extrêmement intéressant dans le processus du projet d'innovation sociale qu'est la clinique Minoé depuis 2011, l'alliance de recherche a été associée à la démarche. On a créé une veille scientifique qui permet d'assurer la documentation des processus, des démarches. On a inscrit, ce qu'elle mentionnait tantôt, toute la vision d'une sécurisation culturelle à travers ce projet pilote-là qui mène à des transformations systémiques dans le réseau. Et ce qui est extrêmement intéressant de tout ça aussi, c'est qu'on a pu participer dans le cadre d'une consultation avec le Conseil canadien de la santé. C'était, si je ne me trompe pas, en 2012. Il y a eu, ils se promenaient à travers le Canada pour rencontrer justement des initiatives, faire connaître des initiatives qui améliore la santé des Autochtones. Et dans le rapport, on indique que la clinique Minoé, en fait, c'est ça, c'est le rapport intitulé « Empathie, dignité et respect », identifie la clinique Minoé comme l'une des pratiques les plus prometteuses au Canada en matière de sécurisation culturelle, ce qui positionne le Centre d'amitié et le réseau des centres d'amitié au Québec comme un leader national sur cette question. Donc, nous en sommes évidemment très fiers. Je conclurai. Je ne sais même pas où je suis rendue dans mes diapos. Ah, bien, c'est la dernière, avec un échange. En fait, ce qui a été la clé d'une réussite d'une initiative comme celle-là, c'est évidemment le partenariat qui est un gage de réussite. Je parlais du leadership qui doit partir des dirigeants eux-mêmes pour amener leurs gens à adhérer à cette vision. Une gouvernance partagée, un partenariat, c'est qu'on a une imputabilité qui est partagée, une responsabilité qui est partagée, autant dans les réussites que dans les défis qu'on rencontre. Évidemment, d'inscrire une prestation de service respectueuse des valeurs, des cultures et qui s'inscrit dans une vision de sécurisation culturelle. Donc, nous sommes formés ensemble à travers ces processus-là. Et évidemment, la contribution de la recherche qui permet l'acquisition et le transfert de connaissances. Je pourrais continuer là-dessus pour vous dire, en conclusion, nous avons fait une évaluation. C'est Natacha Cohen-Blanchette, le professeur Natacha Cohen-Blanchette de l'Université Concordia, qui a fait l'évaluation
de la clinique et du volet d'un projet avec Avenir d'enfants. Et un des constats, c'est qu'on confirme que, et je cite, « les impacts positifs de ces changements de pratiques combinés à une accessibilité accrue des services se manifestent par une amélioration de la santé physique et sociale des jeunes enfants de 0 à 5 ans, ainsi que celle de leur famille rapprochée et élargie. » Donc, quelques années déjà, et il y a des retombées importantes. Et je terminerai en disant qu'au niveau du centre jeunesse, je vous parlais que le taux de signalement, 60 étaient rattachés à un enfant autochtone quand on représente 6,2 de la population. Eh bien, ils constatent qu'il y a eu une diminution de 40 du nombre de signalements, évidemment, les placements rattachés à ça, liés aux enfants vivant en milieu urbain, je ne parle pas des communautés, mais qu'il y a ce constat qui est une évidence que nous sommes vraiment dans des processus de transformation sociale par un projet porté par les Autochtones en partenariat avec des acteurs du réseau. Et je ne crois pas qu'on pourrait le faire seul comme Autochtones, de faire tous ces changements-là. Donc, je vous remercie de votre attention et ça m'a fait plaisir de vous parler de notre beau projet. Psychoéducation. Elle a toujours travaillé pour les Premières Nations. Elle était chargée de cours au Cégep de Sept-Îles pour une cohorte autochtone en éducation spécialisée. Son partenaire, Notre-Dame du réseau, est psychoéducateur de formation. Il travaille sur la Côte-Nord depuis très longtemps. Il a travaillé en dépendance. Et donc, il a été en lien avec la communauté d'Ouachat-Macmaniutenam et il est depuis 3 ans conseiller aux activités cliniques du C3S de Sept-Îles. Et son dossier prioritaire, c'est vraiment d'agir comme agent de liaison. Donc, les gens souvent nous demandent, pourrais-tu cloner Dale? Ça donne un petit peu l'idée du poste qui a été créé pour favoriser les partenariats. Donc, ils vont nous parler de leur projet de collaboration. 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Peut-être 15 minutes. Ah oui, un privilège. Ben, vous pouvez prendre 10 minutes. C'est bon. Fait que, tout le monde, ça, on vient vous présenter, dans le fond, on travaille beaucoup ensemble, moi et Pidel, depuis la dernière année, parce qu'on met en place différents comités et des travails de collaboration en vue d'améliorer, dans le fond, la qualité de nos services pour nos membres, dans le fond, de la communauté de Ouachat-Maloutenam. J'ai fourni une carte, dans le fond, pour vous montrer un peu l'étendue géographique de la Côte-Nord. Nous autres, on est situés Au milieu. au milieu, Sept-Îles, ce qui est marqué Sept-Îles-Maloutenam. Qu'est-ce qui est particulier, dans le fond, la communauté de Ouachat est collée à la ville de Sept-Îles. Il y a une rue qui sépare la ville de Sept-Îles puis de la communauté. Puis qu'est-ce qui est particulier, dans le fond, on est 2 communautés qui est régies par le même conseil de vente. Fait qu'on a Maliotenam qui est situé à 14 km à l'est de Sept-Îles, fait qu'ils sont régis par le même conseil de vente. Maliotenam est plus isolé, Sept-Îles est vraiment, Ouachat est vraiment collé à la ville de Sept-Îles. Peut-être pour donner un aperçu aussi du territoire, on dit que Sept-Îles est à mi-chemin de Montréal si on part de Blanc-Sablon. Donc, on sait que c'est à peu près 900 km Sept-Îles, Montréal. Donc, on peut aller aussi 900 km. Et tantôt, on parlait de mon rôle d'agent de liaison au niveau des communautés. Moi, je suis agent de liaison pour les 9 communautés là, à l'est de la Côte-Nord. Donc, pour tenter de trouver des solutions et terrain, souvent, sur les difficultés d'arrimage, des fois, des services qui peuvent être donnés, surtout en deuxième ligne, quand les gens des communautés viennent au C3S de Sept-Îles. Mais aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de notre collaboration avec Ouachat et Malio. Juste dans le fond, pour vous... Merci.
donner quelques données dans le fond. La population de Ouachette-Macmalawinetenant, Oh, excuse-moi, mon Dieu. on est dans le fond Deux choses, 3349 personnes qui résident dans une ou l'autre des deux communautés. Et on a 1027 personnes qui résident hors communauté. Quand on parle de hors communauté, soit qui sont dans une autre communauté ou vont vivre dans un milieu urbain tel que Sept-Îles, pour un grand total de 4376. Puis quand on parle de Sept-Îles, autant la ville de Sept-Îles que la communauté de Ouachette-Maliotenam, on est vraiment central dans toute cette région-là. Fait qu'on a beaucoup d'inos des autres communautés qui transigent, autant pour l'accessibilité à des services, que ce soit en santé, ou tout simplement pour venir magasiner. Parce que c'est là qu'on peut retrouver le Walmart le plus proche dans la Côte-Nord. Effectivement. Oui. Le seul, là, On n'a pas de Costco, mais on a un Walmart. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de transitions d'inos des autres communautés. Fait qu'on est vraiment une plaque tournante, autant la ville de Sept-Îles que la communauté de Ouachette-Maliotenam. La difficulté que ça amène aussi souvent, c'est on parle d'un phénomène de corridor naturel pour aller chercher des services. Dans les communautés plus à l'est, que vous avez vu tantôt, les gens, normalement, devraient aller chercher des services auprès de l'EC3S là, en périphérie. Sauf que, comme Marie-Ève l'explique, la famille est souvent installée à Sept-Îles. Il y a beaucoup de services, donc les gens, au lieu d'aller vers leur C3S normalement, qui devraient aller là, dans l'organisation du réseau et tout ça, bien, vont vers souvent Sept-Îles. Donc, ce qui fait qu'on a quand même une gamme de services qui est déployée pour accueillir ces gens-là aussi. Dans le fond, un travail qu'on fait ensemble, moi et Fidèle, ça dure depuis plus qu'1 an maintenant. C'est un protocole... Excusez-moi, c'est ça. Je pourrais pas faire deux choses en même temps. C'est un homme, c'est ça. Avant que tout le monde le dise. Dans le fond, c'est un protocole de collaboration en santé mentale et dépendance entre les communautés inuits et partenaires du réseau québécois, ce qui implique, dans le fond, toutes les communautés de l'Est du Québec. Fait qu'on s'est réunis 2 jours de temps l'année passée où c'était le fun parce que le ministère, enfin, s'est assis ensemble avec l'agence, les communautés pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme travail pour améliorer la qualité de service. Fait que les principaux objectifs, dans le fond, c'était de rassembler les partenaires, écouter les besoins des communautés, clarifier les trajectoires de service, justement, avec l'étendue géographique. Ça peut être complexe, dans le fond, puis ça entraîne tous des coûts économiques. Juste pour vous donner une idée, mon billet d'avion pour m'en venir ici, c'est un forfait dans le sud d'une semaine. Fait que ça donne quand même une bonne idée des coûts élevés que ça peut engendrer, dans le fond. Fait que, puis de planifier la mise en œuvre des ententes de collaboration. Puis justement, on se réunit à nouveau en décembre avec la commission. Ça a été remis. Ça a été remis? J'ai eu mes courriels Bon. hier. Ça a été remis. C'est en février. En février, bon, pour voir dans le fond Ouais, qu'on en est rendu dans notre travail de collaboration. Fait que c'est vraiment pour les services spécifiques en santé mentale, soit première ligne, deuxième ligne. Ce qui est intéressant, je pense, dans cette expérience-là, c'est que dans le passé, sur la Côte-Nord, il y a eu des projets pour tenter d'arrimer les services avec les C3S et tout ça. Puis on s'est vite aperçu, je pense, que comme les communautés sont financées et organisées d'une façon différente, c'est très gagnant de faire des petites équipes de travail. Comme à Sept-Îles, Ouachette et Malio, c'est moi et Marie-Ève qui pilotons un petit peu le protocole d'entente et on est capable de s'asseoir ensemble avec nos partenaires pour savoir exactement comment on va, dans le concret, là, je vous dirais, démêler les différents services, les responsabilités et tout ça. Donc, chaque communauté doit, avec son C3S, avoir un comité de travail pour faire ces protocoles d'entente-là. Ce qui fait que je pense qu'on apprend avec le temps. Et tantôt, on vous parlera de différents projets aussi, mais c'est clair que moi, j'ai beaucoup aussi de préjugés à travailler auprès de mes collègues au C3S de Sept-Îles, là, où souvent les gens pensent que tous les services sont déployés de la même façon, ne comprennent pas pourquoi telle communauté a tel service, pourquoi... Alors ça, c'est un travail aussi d'éducation qu'on a à faire auprès de nos propres collègues au C3S pour qu'ils comprennent bien
la façon dont les communautés déploient leurs services et comment sont financés aussi leurs services. Oh, là, j'y ai pensé. Oui. Ah ben ça c'est une de nos grandes fiertés. Non, oui, vas-y, Marie-Ève, vas-y, c'est ça. Dave, vas-y, Bon. Dave. Ça, on travaille, c'est le fun de travailler ensemble. Dans le fond, on parlait tantôt de projets qui est l'initiative aussi des communautés. Ici, vous avez en 2012 un policier de la prévention de la SPUM, la Sécurité publique de Ouachat, Maniotenam, qui est venu nous rencontrer avec... T'étais-tu à Marie-Ève, toi? Non, il y avait Mario. Oui, Mario. Mario était là. Donc, avec l'intervenant psychosocial pour nous exposer une problématique où il y avait des gens qui utilisaient les services d'urgence de façon importante. On parle de 8 à 9 transports ambulanciers par jour. Même qu'un fait cocasse, on en a même une personne qui a déjà appelé l'ambulance de la salle d'urgence de l'hôpital, trouvant que ça prenait trop de temps. Et comme c'est des gens qui sont relativement bien structurés, capables de dire exactement ce qu'il faut qu'ils disent au 911 pour que les ambulances arrivent en flash et tout ça. Donc, on a effectivement pris en considération ces difficultés-là. Puis, au niveau du C3S, il y avait aussi observé, bien entendu, certains usagers qui revenaient de façon très, c'était récurrent. Donc, on a mis sur place, puis là, on n'aime pas notre nom, là, on essaie de trouver un nom cute, mais on n'est pas capable de trouver un nom cute, mais on l'appelle le comité de gestion des grands utilisateurs des services d'urgence, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un comité interdisciplinaire qui est formé de gens de la communauté. Donc, Marie-Ève est là-dessus, il y a un travailleur social de la communauté. On a aussi eu la chance d'avoir une psychiatre qui a bien voulu s'intégrer dans notre comité, puis je vous dirais que ça nous a aidé beaucoup, parce que souvent, les gens n'ont pas de médecin de famille, n'ont pas de suivi, donc cette personne-là a permis de nous donner des contacts par rapport à l'accès à un médecin. On a aussi à cette table-là des organismes communautaires qui, pour nous, sont des partenaires essentiels. Donc, ces gens-là, quand ils arrivent, le processus, dans le fond, c'est que la première chose, c'est qu'on leur demande s'ils veulent bien qu'on travaille pour eux. On n'a pas eu de refus jusqu'à maintenant. Les gens sont, bien entendu, très contents de ça quand on leur explique qu'on est une gang de personnes qui vont travailler avec eux pour tenter d'améliorer leur situation. Et par la suite, on fait une première rencontre avec ces gens-là pour qu'ils puissent nous exprimer un petit peu leurs besoins. C'est important d'avoir ces gens-là à la table parce qu'on veut les aider dans leur situation. Donc, pour nous, c'est important qu'ils soient présents, bien entendu. Et c'est un peu un modèle de plan de service qu'on met en place avec les différents partenaires. C'est quelque chose qui a commencé, je vous dirais, de façon... pardon? Oui, un plan de service, c'est ça. Un plan de service. Alors, c'est quelque chose qui a commencé, je vous dirais, plus sérieusement depuis à peu près un an, à peu près. On a eu au début des difficultés d'arrimage, on a eu des difficultés, comme je disais tantôt, le fait de ne pas avoir de médecin dans ce comité-là, ça a été un obstacle important, mais depuis ce temps-là, on est très content des résultats que ça apporte. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu de... Oui, bien, il y en a un, justement, j'ai un usager en tête où utilisait énormément les services d'urgence, monopoliser les policiers, services ambulanciers. Fait que là, on s'est dit, bon, on va s'asseoir. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis tout le monde a mis son grain de sel, puis même la communauté l'a rejeté quasiment tellement qu'ils nous demandaient de temps. Ils venaient traîner dans nos bureaux pendant des heures. Fait que maintenant, en mettant ça en place, on a vu une diminution. Parce qu'il y a eu une routine d'établie pour cette personne-là. Il y a eu 0 consultation en urgence, alors qu'avant, c'était très faramineux. Fait qu'on voit les impacts positifs, puis on en starte 2 autres. 2 autres oui. super utilisateurs qu'on va appeler, ou qui sont consentants, dans le fond. Parce que c'est important d'avoir leur autorisation. Ils n'étaient pas là la première rencontre, mais tu sais, c'est quelque chose pour eux autres aussi. Bon, tout d'un coup, le monde veut s'asseoir ensemble pour qu'on parle de nous autres. Fait qu'il faut y aller quand même graduellement, puis de les avoir de notre côté, dans le fond. Fait que des résultats, des impacts qu'on a.
Et dans ce temps-là, mon travail à moi, c'est d'aller voir mes collègues au C3S puis dire ils vont remarquer un petit changement parce qu'on sait, l'être humain, quand ça fonctionne, on n'en parle pas. Puis aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, sinon on généralise. Alors là, c'est moi, mon travail, quand ça va bien, c'est de dire vous remarquez qu'il y a du changement, puis d'informer un petit peu le travail qui est fait pour, je vous dirais, redonner l'espoir aux intervenants aussi, parce que les infirmières, les médecins qui voyaient ces gens-là revenir à tous les jours, c'est encore lui. Hein, il y a une espèce de phénomène de désinvestissement par rapport à ça. Donc, c'était dangereux aussi. Même les ambulanciers nous disaient, on sait quand c'est telle adresse ou telle... Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça peut être vrai, là. Alors, c'est un peu le travail qui a été fait avec ce comité-là. Il y a aussi, on a mis sur place un comité d'arrimage qu'on anime de façon... Ah, mon Dieu Seigneur! Qu'on anime de façon conjointe. J'anime ça avec la directrice des services de Wahwechiton. Donc, quand on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés d'arrimage et il y avait souvent des ententes verbales par rapport à différents services qui peuvent être donnés au C3S, aux gens de la communauté. Donc, ce comité-là est en place pour amener les difficultés. Je ne vous lirai pas tous les objectifs, là, mais dans le fond, le but, c'est d'être capable d'amener les difficultés entre les deux organisations puis voir comment on peut trouver des pistes de solutions. C'est aussi un lieu où on peut défaire les préjugés par rapport au financement, par rapport à l'organisation des services. Et c'est par ce comité-là aussi qu'on tente d'organiser des rencontres ou des formations sur les réalités autochtones aussi pour les gens, le personnel du C3S. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est fort intéressant. Ça n'a pas besoin d'une grosse structure. Je vous dirais qu'on se réunit 3-4 fois par année. L'important, c'est d'avoir un ordre du jour bien chargé. Puis, dépendamment des points à traiter, les gens changent dans le comité, mais il y a quand même un noyau important qui est là. Service d'interprète Innu. Tu y allais? Oui. Dans le fond, on a Sharon, qu'elle s'appelle. Hein? Une minute. Sharon Tardif, qui est l'interprète Innu. C'est Sharon. Oui. Dans le fond, c'était pour faciliter, dans le fond, vu que quand même, c'est le centre hospitalier le plus proche pour l'ensemble des communautés. Fait que c'était important d'avoir un interprète Innu. Puis de sensibiliser aussi. Des fois, mettons, par exemple, il y a un décès dans une communauté où on sait que c'est beaucoup communautaire, familial, où on va se ramasser beaucoup, mais on sait qu'à l'hôpital, mettons, c'est limité à deux visites par... fait que, et là, dans le fond, pour sensibiliser autant le C3S que les familles, dans le fond, les personnes qui transigent via l'hôpital. Effectivement, Sharon, des fois, elle vient me voir en me disant, Dale, il y a quelqu'un qui est en soins palliatifs. J'ai su qu'il y avait 2 avions de Nolisée qui descendaient. OK, moi, j'ai une politique de 2 par chambre. On essaye de dire, c'est 2 douzaines. 2 douzaines par chambre. Mais on s'adapte. Et Sharon a la facilité. Elle sert aussi d'interprète pour la clientèle anglophone, pour les Nescapi aussi, par le Nescapi. Donc, on a la chance d'avoir cette personne-là. C'est un contrat de service qu'on a avec elle. C'est subventionné. Ça, c'est un projet qui était subventionné pour l'accès aux langues anglophones, mais ça a été élargi là, au niveau autochtone. On est très content d'avoir ce service-là. On a préparé des petits outils pour qu'elle puisse remettre aux gens. Puis elle est capable d'identifier aussi les leaders dans les groupes. Puis être capable de négocier avec cette personne-là. C'est ça, négocier. Et je veux juste prendre 30 secondes pour vous parler d'Huntington, parce que c'est grâce à Huntington si je suis arrivé au C3S de cette île. Malaise d'Huntington, la communauté est le 2e foyer potentiel au monde de la malaise d'Huntington. Donc, c'est là. Moi, j'étais supposé travailler uniquement sur Huntington, sauf qu'à un moment donné, on s'est aperçu qu'on travaille sur des choses sur le plancher, on envoie ça en haut, puis là, vous savez, pas facile des fois la négociation avec le fédéral, le provincial, donc ça prenait du temps. J'ai dit, moi, je veux faire d'autres choses, et c'est pour ça que ça a élargi. Mais dans le fond, mon rôle est aussi de faire la liaison entre le C3S et la communauté pour les services Huntington. Excusez-nous si on a dépassé. Merci.
oui. C'est juste des petites bouchées, hein, c'est très à la mode, des petites Oui. On est dans le concept. Les tapas. Petite bouchée. Johan Girard, notre Johan, comme on l'appelle, est directeur de l'Organisation des services de santé et des services sociaux à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. Rapidement, les Inuits sont conventionnés donc dans le réseau de la santé. Il œuvre au Nunavik depuis 13 ans. Il est issu du monde de la réadaptation physique. Et je vais compléter là pour lui laisser un petit livre. Tout à fait. Merci, Louise. Je devrais être bon de me débrouiller sans, je pense. Ça va bien? Non, là, je pense que c'est non? pas l'enregistrement. Pas le choix, on vous filme. Bon, donc, désolé pour la postérité. Donc, comment vous expliquer Nunavik en 10 minutes? Un challenge un peu plus, un grand défi, oui. Donc, on se concentre un peu plus de notre côté sur le Inuktitut process. En Inuktitut, pour ceux qui ne parlent pas l'Inuktitut ici, qui sont très rares, ça veut dire, dans le fond, nos choix pour notre bien-être. C'est vraiment une prise de conscience de l'ensemble de la population à travers l'ensemble du Nunavik qui s'est fait pour adapter et moduler les services de santé à l'intérieur de notre territoire, de A à Z. Comme vous le savez, les services de santé étaient vraiment dévolus avec les mêmes problématiques et les mêmes programmes qu'on donnait, dans le fond, au ministère de la Santé et des Services sociaux au Québec. On essaie vraiment de moduler ça aux pratiques et valeurs inuites à l'intérieur de notre territoire. Ça fait, dans le fond, j'attire votre attention on revient. J'attire votre attention sur la vision primaire, une image vaut 1000 mots, du Ilusirimi Piutini-Rimirunik, vous allez m'entendre souvent là-dessus. C'est notre vision du Québec. C'est le Québec comme on le voit, nous, au Nunavik. C'est-à-dire qu'on est le 2/3 de l'ensemble du territoire du Québec, ce que tout le monde ne sait pas particulièrement. Et que, dans le fond, on est pour une population de tout ça d'à peu près 12 000 personnes, ce qui veut dire qu'on est environ 0,0000 personnes par kilomètre carré. Donc, on couvre extrêmement beaucoup de territoires sans avoir vraiment une grande densité. OK. Donc, quelques faits de positionnement du Nunavik. Dans le fond, le Nunavik, c'est l'ensemble du territoire occupant le nord du 55e parallèle. On occupe une superficie de 550 000 km². Il y a 14 communautés qui sont au Nunavik, c'est-à-dire Kingisuljuaq, Kudjuaq, Tasuyak, Opaluk, Kingirsuk, Kwartak, Kingisuyuak, Saluit, Ivoivik, Akulivik. Non, mais c'est bon, c'est un bon exercice. Akulivik, Povuniktuk, Kumiyuyak et Kudjuarapik. Et pour une population, comme je disais, de 12 000 personnes environ, les déplacements ne se font qu'exclusivement par transport aérien. Et oui, nos voyages aussi coûtent très cher, probablement 2 fois les retours, ce que ça vous coûte. Et géographiquement aussi, je suis fier de vous annoncer que cette île est probablement le Walmart le plus près de nous aussi. C'est possible. C'est possible. Donc, on est régi par une convention, comme Louise le mentionnait, à l'intérieur de l'ensemble des services administratifs de la santé et ainsi que des services de logement. C'est couvert par la Convention de la baie James du Nord québécois qui a été signée en 1975. L'énergie, évidemment, on a une dépendance au niveau des produits pétroliers. Autant au niveau de la production de l'électricité que du chauffage, on ne dépend que seulement des produits pétroliers. Les services sanitaires, évidemment, qui dit pergélisol, dit impossibilité de passer des conduites souterraines. Donc, on a de façon quotidienne le service de livraison d'eau potable et de délivraison d'eau usée, ce qui complique un peu plus les services sanitaires à l'intérieur de nos régions. Évidemment, la langue parlée et utilisée au Nunavik est l'Inuktitut par 95 % de la population. Par contre, à l'intérieur de ce 95 %-là, 80 % de la population parle une seconde langue, soit le français ou l'anglais. Évidemment, qui dit transport aérien dit coût de la vie très élevé. À peu près 40 %, ça nous coûte environ 40 % de plus pour un coût du panier d'épicerie au Nunavik. Si on suit le guide alimentaire canadien, les 4 fameux groupes, si on garde une bonne vieille boisson gazeuse, 2 litres, ça coûte 10 $ au Nunavik. Le prix de l'essence, 1 litre d'essence, c'est 2,19 $, fait que vous ne faites pas pitié ici, c'est très, très, très abordable au prix. Si on parle d'un besoin de base, des couches pour les enfants, un paquet de couches, c'est environ 60 $.
ça ampute beaucoup les budgets des familles, pourrait-on dire. Donc, je voulais peindre un portrait un peu grossier du Nunavik, on s'entend, en apportant quelques indicateurs psychosociaux qu'on a développés à l'intérieur des IPQ. Là. C'est le Ilisudiripiutinirimiriunik. On va raccourcir IPQ, étant donné que j'ai seulement 10 minutes. Il m'en reste plus 10. Bon. Le premier étant l'espérance de vie des Nunavimioutes est de 65 ans comparativement à 80 ans pour le reste de la population du Québec. Donc, un Elders pour nous commence à 55. Je m'en vais vers là très bientôt. Non, évidemment, une des problématiques qu'on a au niveau de la santé publique, c'est les logements surpeuplés au Nunavik, qui représentent environ 68 % de l'ensemble des logements du Nunavik, qui contiennent plus de 3 générations à l'intérieur de la même habitation. Évidemment, comme tous les communautés autochtones, on a des problèmes de consommation élevée d'alcool. Encore là, on a des consommations de binge drinking à 68 %. Les taux de croissance annuels de notre population est environ à 3 % pour l'ensemble du Nunavik, comparativement à 0,8 % pour le restant du Québec. Une problématique qu'on fait face aussi, c'est la consommation d'alcool pendant la grossesse de nos jeunes femmes, qui se trouvent en ce moment à 44 %, qui nous apporte beaucoup de conséquences versus ça. Le taux de diplomation aussi de nos jeunes après 7 ans au secondaire est de 17,8 %, comparativement à 72 % au Québec. Le taux de crime majeur relié à l'abus des substances au Nunavik représente environ 70 % de l'ensemble des problématiques. Et notre taux de signalement retenu par la DPJ est environ de 69 %. Mais je peux vous dire que dans certaines communautés, on a des taux, on a des jeunes, une communauté en particulier, on a des jeunes, on a environ 700 jeunes à l'intérieur de la communauté, mais on a 768 signalements à la DPJ. Donc, statistiquement parlant, chaque jeune a minimalement reçu un signalement à la DPJ. Et le dernier indicateur qui nous intéresse un peu plus en santé mentale en ce moment aujourd'hui, c'est le taux de mortalité par suicide qui est 10 fois plus élevé que celui du Québec. Donc, avec ces prémices de base-là, le Ilisudiripiutinirimiriunik Process, on a décidé d'identifier des partenaires à l'intérieur de l'ensemble de notre organisation, de notre architecture réseau, pour réussir à arriver à attacher les ficelles ensemble et d'en arriver à diminuer l'ensemble des indicateurs qu'on a ici. Donc, les partenaires qu'on a autour de la table en ce moment sont le Tulatavik Health Center, qui lui s'occupe vraiment plus de la côte d'Ungava, le Inuit Civic Health Center de la côte du Tson, évidemment le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, la Santé Canada, la Régie, les organismes communautaires, ainsi que le Ilisudiripiutinirimiriunik aussi, et le Douglas Institute, University Mental Health Institute, je should say, qui, lui, on a signé dernièrement en 2012 un corridor de services identifié pour notre clientèle en santé mentale, et on a des infirmières pivots en santé mentale qui s'occupent de nos clientèles de A à Z et 2 psychiatres qui sont attestés à notre territoire qui s'occupent de nos clientèles aussi. Donc, le Ilisudiripiutinirimiriunik avait on a débuté le processus avec 2 minutes, wow. On a débuté le processus avec 3 grands titres, c'est-à-dire la jeune en difficulté, santé mentale et les dépendances. On s'est attardé un peu plus au niveau des santé mentales, au niveau de la prévention du suicide, de la prévention, la promotion de la santé mentale, ainsi que des ressources en santé mentale. On va passer à l'autre. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Dans le fond, avec tout ce processus-là, on a décidé de se doter de ressources d'hébergement en santé mentale pour s'assurer de répondre à nos besoins à ce niveau. Ça fait que, dans le fond, le premier partenaire avec le Douglas, on a déterminé qu'on avait des besoins pour 2 lits d'hébergement au niveau des crises. C'est l'entente qu'on a signée, ainsi que dans les centres de santé, on s'est assuré qu'à l'intérieur des centres de santé, on puisse disposer de lits de crise et de réintégration à l'intérieur d'eux. Il y a eu, dans le fond, l'ensemble des centres de santé, on a 9 lits disponibles. Et à l'intérieur des organismes communautaires, on a un de nos représentants des organismes communautaires ici, on a 16 lits en ce moment sur les 2 côtes. Et dans le fond, tout cet ensemble-là couvre autant au niveau de la crise que de la réintégration et vraiment jusqu'à l'autonomisation de nos clientèles de A à Z pour leur permettre de retourner à l'intérieur de leur communauté respective et d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à avoir une vie productive à l'intérieur de leur communauté.
Un des thèmes qui était abordé, prévention du suicide, par le comité, ont déterminé qu'il fallait vraiment avoir une approche beaucoup plus communautaire à ce niveau-là pour s'assurer que nos jeunes puissent avoir une vie adéquate et puissent se retrouver à l'intérieur de tout ce beau monde contemporain qu'on a en ce moment. Dans le fond, je ne m'attarderai pas, c'est l'ensemble des agents et de personnes qu'on a mis autour, mais on prend vraiment le virage des personnes de la communauté qui se prennent en charge et qui adressent les problématiques de santé, de la santé, de la prévention du suicide. Et 1 minute, on va... Thérapie psychothérapie. Tu vas m'étirer encore, comme d'habitude, Louise. Thérapie psychosociale traditionnelle. Dans le fond, c'est vraiment l'ensemble du projet qu'on se tourne vers. C'est les Inuits qui se prennent en charge, qui apportent leurs outils, qui font des conseils de clan et qui déterminent les moyens qu'ils utilisent pour régler leurs problématiques. Matia, Nakome Poalo. Merci. Pour l'animatrice, mais que voulez-vous, on a d'autres encore. Alors, on a une petite bouchée de dessert dans le fond, dans les petits bouchées. Arlène La Liberté. Arlène est une Anishinaabe. Vous le connaissez pas? Oui. Une femme algonquine. Elle a un doctorat en psychologie sur le suicide en milieu autochtone, un post-doctorat en Australie avec les communautés aborigènes australiennes sur l'augmentation du pouvoir d'agir et la recherche participative. Elle est professeure en psychoéducation à l'Université du Québec en Abitibi et elle poursuit des recherches en prévention du suicide, santé mentale, empowerment. Et elle est la maman de deux. Magnifique. Merci. Mais en tant que chercheur, je fais tout du qualitatif, donc c'est important de savoir qui on est pour voir la lunette avec laquelle on interprète notre monde. Donc, le fait que je suis maman, je trouve ça très important. Du coup, ça prend une grosse partie de mon temps aussi. Donc, bonjour tout le monde. Il me fait énormément plaisir d'être ici. J'aimerais remercier les organisateurs de la QRP de m'avoir invité pour cette belle opportunité de vous présenter quelques informations. J'aimerais aussi remercier la nation Mohawk pour leur accueil sur leur territoire traditionnel sur lequel on se retrouve aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous présenter, je vais aller très, très, très rapidement parce que, bon, on n'a pas beaucoup de temps. C'est vraiment l'insight de 3 projets. Donc, mais avant de vous présenter la vision des jeunes, un peu l'empowerment, j'aimerais juste souligner, il y a Madame Cloutier qui a mentionné quelque chose qui m'a frappée. Nous sommes maintenus dans des conditions socio-économiques qui causent des écarts importants dans notre état de santé. Donc, on a vu justement des statistiques présentées par M. Yuan. Je m'excuse, je me souviens plus de votre prénom, de votre nom de famille, M. Gérard. Et puis, il y a aussi ces inégalités-là de la santé qui sont très importantes, qui se traduisent là, par les statistiques disproportionnées là, qui ont été aussi mentionnées par Mme Cloutier, mais ancrées dans des politiques d'assimilation telles que mentionnées par Mme Lévesque. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ces politiques-là parce que sinon, on peut tomber rapidement dans un contexte de blâmer la victime, puis on retombe au point zéro. Donc, toutes ces belles initiatives-là, dans le fond, donneront rien si on blâme les victimes sans se préoccuper des structures dans lesquelles là, ces acteurs-là tout ça se joue. Donc, en effet, comme le mentionnait Madame Lévesque, l'empowerment individuel, ce n'est pas suffisant. Ça prend vraiment des changements politiques et des changements structurels. Donc, au niveau des politiques, des initiatives top-down, donc qui viennent du macro-sociologique et qui influencent là, les personnes, les acteurs dans le milieu. Cependant, sans empowerment psychologique, sans travailler avec les gens sur le terrain, ces politiques-là tombent dans rien. Il n'y a pas de terreau fertile pour les accueillir. Donc, ça prend vraiment les initiatives ground up, donc empowerment des individus, des familles, des communautés, travailler avec eux pour qu'ils ressaisissent leur pouvoir, pour qu'ils voient les opportunités qui existent et aussi pour qu'ils soient des acteurs de changement. Donc, nous, très rapidement, c'est qui les Autochtones, l'augmentation du pouvoir d'agir, c'est à la fois une orientation, un processus. Donc, on parle d'empowerment, c'est quoi? C'est une orientation. Donc, c'est la position avec laquelle on va intervenir, c'est la philosophie de nos qui sous-tendent nos interventions et nos recherches, parce que bon, moi, je viens du domaine de la recherche. C'est aussi un processus. Donc, qui dit processus dit temps.
Ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain pour atteindre cet objectif-là d'augmentation du pouvoir. Et c'est un pouvoir d'agir. Donc, c'est un pouvoir pour voir les opportunités qu'on a, voir les choix qu'on peut exercer dans notre quotidien. Ce n'est pas un pouvoir sûr. Ce n'est pas pour contrôler les autres, c'est pour choisir, faire des choix santé pour nous-mêmes et pour notre famille. Donc, c'est la perspective, la philosophie avec laquelle moi j'entreprends mes projets de recherche et les interventions et ma vie en général. Donc, voilà. Comme je disais, c'est un système. Au niveau de santé et du bien-être, les Autochtones, les Aborigènes, de par le monde, on a beaucoup de points communs. On ne peut pas brosser tout le monde avec également le même pinceau. Cependant, au niveau du santé, on s'entend que c'est un concept qui est positif et qui est holistique. Donc, ça comprend l'individu de façon globale et qui met l'accent sur les ressources culturelles, communautaires, familiales et personnelles, ainsi que les capacités ou les capabilités, comme mentionnait Mme Lévesque, spirituelles, mentales et physiques. Donc, c'est vraiment une vision qui implique toute la communauté dans laquelle chaque individu peut atteindre son plein potentiel. Donc, on voit à quel point que ça parallèle les modèles, par exemple, de promotion de la santé mentale ou de la santé positive dans cette perspective-là. Ça, on l'a vu. Donc, l'adolescence, une phase de transition. Le projet ou les projets de recherche les résultats préliminaires dont je vais vous présenter pour donner là, un peu cette perspective, donner la voix aux jeunes sur c'est quoi leur perspective d'avenir ou c'est quoi pour eux être bien. Les objectifs étaient de comprendre le concept de bien-être selon la perspective de jeunes autochtones, analyser le contexte plus large qui contribue ou qui nuit à ce bien-être-là et augmenter les connaissances sur l'augmentation du pouvoir d'agir comme tel. Donc, une recherche sur le concept de l'augmentation du pouvoir d'agir. Donc, c'est vraiment une recherche action participative. Donc, on agit avec les jeunes et on regarde au niveau du processus qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de tout ça. Donc, moi, ce dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui, c'est la notion de bien-être selon des groupes de jeunes autochtones. Donc, cette recherche participative basée sur la communauté est vraiment utilisée à la méthodologie de Photo Voice. Donc, c'est une recherche avec les partenaires de façon équitable avec les communautés. Et puis, on voulait vraiment favoriser une méthodologie qui soutenait l'objectif de l'augmentation du pouvoir d'agir. Donc, on a choisi Photo Voice. Donc, Photo Voice, c'est un outil pour le changement social. Ça donne aux participants la chance de réfléchir de façon critique, individuellement et en groupe, sur leurs propres expériences personnelles et communautaires. Donc, on enregistre ces réflexions de façon créative. Oh, je m'excuse, j'ai un petit problème là, de traduction. Donc, c'est un peu sous le modèle, bon, un peu le même principe qu'un focus group ou un groupe de partage, mais avant de s'exprimer verbalement, les participants sont invités à prendre des photos. Donc, simplement, on leur demandait 3 questions. C'est quoi le bien-être pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire être bien? Ça représente quoi pour toi être bien? Quels sont les problèmes ou les obstacles dans ta communauté qui nuisent à ton bien-être? Et qu'est-ce qui peut être fait pour remédier à ces problèmes-là? Et donc, plus précisément, dans le fond, moi, j'ai pris les photos d'un groupe Atikamekw et un groupe Anishinaabe. Donc, voici les résultats. Donc, on va faire un petit slide de photos. Je vais prendre mon respire. C'est-tu à moi, ça? Oui. Je vais vous laisser regarder la belle photo. Et puis, les participants, c'est important à mentionner, c'est des jeunes de 14 à 23 ans. Donc, vraiment, ça représente là, une large perspective d'âge pour les jeunes. Et puis, c'était très, très, très surprenant. Puis, c'était vraiment le fun de voir s'articuler des jeunes, très jeunes de 14 ans, mais avec l'aide de la photo, c'était vraiment très intéressant. Donc, cette jeune, avec son capteur de rêve, elle nous dit « Capter sa culture. La nature est nos ancêtres. Notre culture est notre mode de vie. Arrêtons de regarder par la fenêtre et allons vivre notre culture. » Donc, dans le processus, avec le choix des photos, je vous épargne les détails méthodologiques, mais on demandait aux jeunes, si tu avais un message en 1 ou 2 phrases à transmettre
aux gens qui vont regarder ta photo, ce serait quoi ton message principal. Donc, les petits captions que je vous lis, là, c'est vraiment les mots des jeunes eux-mêmes là, pour représenter leur vision du bien-être ou des problèmes ou des solutions. Donc, avant l'envol, un coup de vent peut tout changer, mais le changement peut nous permettre de nous envoler. Donc, on voit à quel point que ça peut être fragile, mais l'idée de s'envoler, cette légèreté, ce bien-être, cette joie de vivre aussi est quand même présente. À travers le mur, face à un obstacle, l'imagination est parfois juste ce qu'il nous faut. Et puis les 3 photos qu'on vient de voir, puis quelques-unes après ça, c'était vraiment avec des jeunes qui étaient en centre de ressources intermédiaires, donc placés en famille d'accueil. Et puis, donc, quand même des jeunes à risque, mais qui ont voulu participer, et puis ça faisait partie de la programmation. C'était une activité qui était non obligatoire, mais sur les 9 jeunes qui étaient présents à ce moment-là au foyer, il y en a 8 qui ont quand même accepté de participer. Donc, on a eu vraiment un beau taux de réponse. Le pont. Le pont est mon refuge. Solide et rassurant, c'est où je vais quand j'ai besoin de penser. Donc ça, c'est une jeune qui nous présentait son refuge. Et puis une histoire intéressante, c'est sûr, avec une perspective de prévention de suicide et de taux de suicide dans les communautés. Ce pont-là, c'était le pont du suicide dans une des communautés participantes. Et puis la jeune nous racontait l'inquiétude de sa mère quand elle allait se réfugier. Donc, beaucoup d'ambiguïté et de nécessité là, d'avoir des endroits sécuritaires, donc vraiment des places physiques sécuritaires où les jeunes peuvent aller se réfugier et que les parents ne soient pas inquiets. Solitude. Parfois, la solitude et le calme peuvent être un remède pour passer par-dessus la tristesse causée par la consommation et pour se trouver soi-même. Donc, on voit problème et solution dans une même perspective. Traces. Je ne sais pas si on voit bien, là, il y a des traces laissées par des véhicules. Tout ce que tu fais laisse des traces. J'aime à penser que je peux choisir les traces que je laisserai. Ça, c'est un exemple de Timiskaming First Nation. On parle de la communauté. Une communauté saine et forte nous soutient quand ça ne va pas bien. On voit que, rear view mirror, le passé ne doit jamais être oublié. Il nous rappelle nos forces et notre courage et les leçons aussi pour nous aider dans l'avenir. Donc, les thèmes émergents, on voit que la culture, quand même, parmi les jeunes, on ne parle pas d'aînés, mais on parle vraiment des adolescents puis des jeunes adultes, la culture contribue à la résilience de ces jeunes-là, selon leur propre perspective, leurs propres mots à eux. Donc, la spiritualité est présente et ça représente une force pour les jeunes. La notion de communauté aussi comme lieu physique et aussi les interrelations entre les individus qui soutiennent les personnes, la reconnaissance de ses propres forces individuelles, les obstacles qui peuvent représenter des opportunités pour le changement, demeurer positif face aux défis et aussi le besoin d'espace sécuritaire. Merci. Ben, un temps record. Vous voyez la richesse, effectivement, de nos panélistes. J'avais une page de questions pour leur poser, mais je vais laisser le 5 minutes qu'il nous reste s'il y a des questions dans la salle à poser à un ou l'autre, une ou l'autre de nos panélistes. Sinon, je pars. Moi, j'ai juste un commentaire à dire. Merci infiniment pour cette richesse d'instructions que vous nous transmettez, parce qu'on a beaucoup à apprendre de tout ce qui vient de sortir. Puis là, ça finit en beauté avec les jeunes. Ça nous démontre à quel point ces jeunes-là ont une maturité par rapport à le contexte de vie difficile qu'ils ont dû traverser. Mais quel enseignement ont-ils pour eux? Merci infiniment. Ben, je dirais dans le même sens, merci pour ces belles présentations, ces beaux projets, c'est très inspirant. Je travaille à la Commission de la santé des Premières Nations du Québec et du Canada. Je connais quelques-uns d'entre vous, mais c'est vraiment le fun de voir plus concrètement chacun des projets et tout le beau travail extraordinaire qui se fait. Merci. Et Ariane, en passant, je le connais de nom, mais moi, je suis en soutien aussi de la communauté démographique dans l'implantation de ce projet en télé santé mentale. Ah, d'accord. Donc, on va avoir la chance de se reparler. Oui, effectivement, parce qu'il y avait les
utiliser la visio. Oui, merci à tout le monde. Ben, Oui, juste une petite parenthèse parce que ça va aussi avec ce que vous disiez à la fin. Je suis agente de liaison dans le milieu de l'itinérance. Et présentement, je fais des entrevues avec des personnes qui vivent l'itinérance. Et les 3 questions que vous posez à vos jeunes sont les mêmes. Afin que ces personnes-là, premièrement, il y a un travail collectif qui est en train de s'effectuer. Comme je disais dans l'autre atelier, c'est important de permettre qu'il y ait un tremplin pour ces gens-là qui veulent s'intégrer. C'est bon de vouloir, mais si la collectivité n'est pas au rendez-vous, c'est très difficile. Et donc, ce travail-là, c'est un projet de 2 ans. Puis, jusqu'à maintenant, j'avais 20 entrevues à faire, j'en ai fait 15. Et les gens, ça les encourage tellement d'être considérés, de savoir qu'ils auront peut-être un rôle décisionnel. On en est là encore. Beaucoup de travail à faire dans les communautés puis partout au Québec dans ce sens-là. Merci, on travaille ensemble finalement. Merci beaucoup. Je pense effectivement, souligner un point très important, c'est que souvent, bon, on a une attitude très paternaliste, puis même encore envers les communautés autochtones. Puis vous l'avez dit, c'est pas juste malgré les difficultés qu'ils vivent, mais c'est peut-être à cause des difficultés qu'ils vivent que cette résilience-là se développe. Et puis, je dis pas qu'il faut mettre tout le monde dans M, là, c'est vraiment pas ce que je dis, mais c'est qu'il faut reconnaître les forces et avoir la considération pour ces gens-là et leur résilience et les traiter en égaux et pas être paternaliste. Donc, on est vraiment dans le faire avec, on est vraiment dans la sécurité culturelle d'écouter les personnes et puis d'abonder dans le sens... Ils savent ce qu'ils veulent. C'est de le reconnaître, c'est de leur donner cette trust, cette confiance-là, d'avoir confiance qu'ils savent ce qu'ils veulent, puis de ne pas les infantiliser. C'est des héros. À tous les jours. Écoutez, on avait comme thème la modernité. Je pense qu'on a vu des projets extrêmement intéressants, des projets de partenariat. Des fois, on vient un peu presque découragé devant l'ampleur de ce qui est à faire, mais je pense que ça donne effectivement espoir, puis ça donne des ailes, je pense, pour continuer. Puis on a commencé en beauté avec Mme Lévesque, avec le concept des projets particuliers, la clinique, la collaboration entre Dale puis Mariette, puis c'est toi, non c'est moi, non c'est toi, non c'est moi, qui illustre bien comment on peut travailler ensemble. Johan qui nous parle en Inuktitut et du Nord des réalités, et enfin notre chercheur avec des images, des messages de poésie magnifiques. J'ai envie de vous laisser avec, il y a une phrase de Jean-Paul Sartre qui m'a toujours accompagnée dans ma vie professionnelle et personnelle, qui dit « On est ce qu'on devient de ce qu'on a fait de nous ». Alors je pense que quand on parle aux jeunes autochtones, effectivement, il y a un pouvoir de se servir de ce qu'on a vécu pour devenir autre chose. Alors merci infiniment. Merci.